Merci de vous être inscrit à ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler de la construction de votre plan de digitalisation pour votre PME. L'idée, c'est de vous donner des clés, une méthodologie pour avancer sur ce sujet. L'agenda, aujourd'hui, je prévois un temps d'à peu près 45 minutes à 1 heure. Effectivement, où je vous présenterai chacune des étapes de cette méthodologie. J'illustrerai chacun de mes propos par un exemple concret, pour que vous puissiez bien ressentir le contenu de la manière dont on peut avancer sur un projet. Et nous garderons à la fin une large partie pour répondre aux questions que vous pourriez avoir à me poser. Alors, aujourd'hui, notre monde connaît, je dirais, des changements incessants, aigus. Vous avez peut-être entendu parler d'un acronyme. On parle de VUCA en anglo-saxon ou en VICA en français, pour volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. Autrement dit, aujourd'hui, la quantité d'incertitude n'est plus conjoncturelle, liée à quelque chose, mais elle est structurelle. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment partie de ce qu'on pourrait appeler une nouvelle normalité qui va contraindre, je dirais, les entreprises à s'adapter, à réagir, et pour certaines même à ne pas pour survivre. Voilà. La transformation digitale peut être vraiment un levier sur ce sujet et je vais l'illustrer par différents exemples. Par exemple, la période de confinement, certains d'entre vous ont peut-être été obligés ou contraints de mettre en place du télétravail, de mettre en place de ce qu'on appelle le click and collect, autrement dit, d'intégrer le digital dans leur processus pour continuer à survivre et à travailler. D'autres exemples sur lesquels le numérique appliqué à l'innovation a permis, ou pas d'ailleurs, de se développer. Je vais commencer par un exemple que vous devez tous connaître, qui est l'exemple de Kodak. Kodak, dans les années 70, il y avait un ingénieur qui était extrêmement brillant et qui avait inventé la photo numérique. Alors, grand bien lui a pris de breveter ce sujet. Cela étant, quand il l'a présenté aux responsables, au cadre marketing de Kodak, ils ont jugé que voir des photographies sur un écran de télévision, ce n'était pas forcément intéressant pour eux. Bon, heureusement qu'il avait breveté, sinon il n'en aurait eu aucun fruit, si je puis dire. Un autre exemple, Netflix. Netflix, à l'origine, vendait des CD. Je pense qu'ils ont su bien se servir de la transformation numérique et de l'innovation en tout cas, puisqu'aujourd'hui, évidemment, leader de plateformes de diffusion en ligne, et puis producteur aussi de cinéma directement, donc vraiment un changement. Deux autres exemples, plus ou moins nuancés. Les banques traditionnelles aujourd'hui ont tous des modèles de banque en ligne, mais elles rencontrent quand même des difficultés. Effectivement, face aux pure players, que peuvent être des gens comme PayPal, comme Revolut, il n'y a pas autant d'automatisme, ça ne va pas aussi vite et ça ne croît pas peut-être de la manière dont ils le voudraient. Alors, ils s'interrogent sur un modèle mixte, avec des guichets, avec des banques en ligne, mais ce n'est pas toujours aussi facile qu'on le pense. On a vu que là, récemment, il y a une nouvelle banque, un grand groupe bancaire a ouvert une nouvelle banque en ligne. Est-ce que ça marchera mieux? On va voir. Et puis, bon, le plus, je dirais, le plus représentatif, c'est le monde du tourisme, qui est très touché d'ailleurs en ce moment. Là où il y a eu vraiment de nouveaux usages qui ont été pris par le numérique avec Airbnb, où chacun peut mettre à disposition, louer ses biens. Booking, la plateforme sur laquelle les professionnels, qu'ils soient du logement, les hôtels ou qu'ils soient des activités, peuvent faire la promotion de leurs activités et même doivent y être pour exister en quelque sorte. Et puis il y a TripAdvisor, où là c'est aussi un nouvel usage, puisque nouvel usage, on va voir ce que les gens pensent, s'ils aiment bien, ça devrait me plaire moi aussi. Donc c'est aussi, là encore une fois, un nouvel usage. Bien. Alors, pourquoi accélérer, allez-vous dire, cette transformation digitale? Aujourd'hui, on sait que l'étude BPI dit qu'en 2020, le Covid aura un effet, un impact de baisse de 15%. Alors, suivant les secteurs, c'est plus ou moins nuancé, mais c'est quand même important. Alors, selon le baromètre Axel, qui est un baromètre qui teste effectivement le numérique et l'appropriation par les entreprises, en particulier par les PME, dans les études qui ont été faites, pour 70% des PME, le numérique est un moteur de croissance, et pour plus de 40% d'entre eux, c'est un vecteur d'amélioration de la marge. Donc, je serais tenté de vous dire, il est temps maintenant de passer à l'action, et c'est ce que nous allons faire ensemble. Alors, je jette un œil, voir s'il y a des questions ou des personnes qui arriveraient. Pour l'instant, tout va bien, donc je poursuis. Alors, aujourd'hui, moi j'accompagne, alors je ne me suis pas présentée pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aurais peut-être dû le faire aussi dans mon propos d'introduction. Moi j'accompagne les entreprises dans leur développement, ça fait une dizaine d'années que je le fais, et je les accompagne
je dirais sur deux volets, la stratégie d'entreprise et puis la performance commerciale, qui sont mes deux spécialités. Mais je m'appuie surtout sur deux leviers d'efficience que sont, d'une part, le digital, on va en parler vraiment aujourd'hui, et un deuxième dont on va aussi beaucoup parler aujourd'hui, qui est l'intelligence collective. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à manager, à travailler comme on pouvait le faire il y a une quinzaine d'années, et ces deux volets-là sont quelque chose d'extrêmement important. Bien. Donc, quand je rencontre les chefs d'entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, bah, en matière numérique, oh, bah, certains, les plus gros bien évidemment, nous menons des schémas directeurs informatiques. Ça, c'est le premier cas. Les deuxièmes, c'est ben, aujourd'hui, on commence à vouloir utiliser le cloud. On l'utilise pour un stockage de données ou même pour avoir des applications, par exemple, en mode SaaS. Certains autres parlent d'un site internet disponible sur différentes plateformes avec des sites qui puissent être complètement réactifs au changement de la tablette, etc. Donc, troisième volet d'adaptation. Le dernier, c'est la mise en place de RP. Là, on a un projet complet et on va dire ben, l'ensemble de la gestion de l'entreprise, avec plus ou moins de fonctions en fonction de votre métier, est assurée par un seul logiciel. Mais est-ce que s'agit-il vraiment d'une transformation numérique? On peut se poser la question. Alors, je vais vous donner une définition qui, moi, me semble être tout à fait illustrante. C'est intégrer les technologies numériques à l'ensemble de l'entreprise. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille le faire en une seule fois, mais ce n'est pas une fin en soi non plus de faire une transformation numérique comme celle-ci. Ça doit avant tout répondre à vos enjeux et puis servir les objectifs de l'entreprise. C'est-à-dire que comme je l'ai dit tout à l'heure quand je me suis présenté, le numérique doit être un levier uniquement. Mais on ne doit pas se concentrer uniquement sur le numérique, on doit se concentrer comment faire grandir mon entreprise, quels sont ses enjeux et comment je vais pouvoir utiliser le numérique à cette fin. Alors, quand je rencontre ces dirigeants de PME, la question aussi qu'ils posent, mais très bien, vous m'avez dit que cette transformation numérique, c'était ça, mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, avec ces changements incessants, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est compliqué. Alors, comment dois-je m'y prendre? Quelle méthodologie utiliser? Vous savez, je ne suis pas un spécialiste de tout cela. En plus, si j'ai des actions, comment je les priorise? Vous m'avez parlé d'un site internet, ça. Je commence par quoi? Qu'est-ce qui est le plus important dans mon contexte? Puis le troisième point, c'est ben, mes équipes, déjà, vous savez, elles sont très occupées. Alors, si je leur demande de basculer au digital, si en plus je leur demande de fonctionner en mode projet, c'est-à-dire de sortir de leur, ce qu'on appelle le business as usual pour se mettre en mode projet, ben, ils ne savent pas forcément comment s'y prendre. Alors, c'est pour ça que pour accompagner ces dirigeants, moi j'ai construit une démarche que je vais vous présenter aujourd'hui, avec un fil méthodologique en 5 étapes. Et c'est une démarche de conseil digitalisé, c'est-à-dire que ben, j'apporte mon conseil, on va voir tout à l'heure les différentes étapes, en m'appuyant sur une solution digitale que je vous présenterai juste après. La démarche, elle comporte 5 étapes principales. La première étape, c'est le cadrage, les enjeux, c'est-à-dire bien définir où on veut emmener cette entreprise, et pour quelles raisons on veut l'y emmener. Ensuite, on fera un focus sur effectivement le diagnostic et plus particulièrement l'évaluation de la maturité digitale de l'entreprise, mais aussi de ses équipes. Ensuite, on regardera aussi ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut connaître aussi bien son écosystème et le benchmarker, en particulier au plan de son avancée et de sa maturité numérique lui aussi. Et lorsqu'on aura ces deux éléments, on sera à même de formaliser une stratégie de digitalisation, c'est-à-dire de définir des objectifs de digitalisation, des objectifs intégrant la digitalisation de tel ou tel point. Et puis, ce n'est pas le tout. Ensuite, une fois qu'on a des objectifs, il faut construire une trajectoire, c'est ce qu'on appelle un plan, qui permet, en fin de compte, de dire quelles actions je vais mettre en œuvre pour atteindre mes objectifs. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, vous l'avez sous les yeux, on va définir ces 5 étapes. Alors, je vous ai dit aussi que j'allais illustrer mes propos par un cas pratique, mais c'est que toute ma démarche de conseil digitalisé s'appuie sur une solution qui s'appelle Advances. Alors, Advances, c'est une solution qui a été créée en 2006 en mode start-up, qui est une application web collaborative qui globalement permet d'animer la prise de décision de toute nature, qu'elle soit d'ordre stratégique, d'ordre opérationnel ou d'ordre de la priorisation de grands projets, par exemple. Donc, ça va permettre de construire, on va dire au sens large, une prise de décision, donc de définir une stratégie. Et puis, ça permet aussi, dans un deuxième temps, d'élaborer, donc de construire à partir de ces stratégies, ou from scratch d'ailleurs, des plans d'action, de les partager, donc là on rentre encore une fois dans le collaboratif, et de les piloter, puisque c'est pas le tout d'avoir un plan d'action derrière, il faut suivre sa mise en œuvre. L'idée étant effectivement de travailler en collaboratif et d'atteindre les objectifs en équipe, qui est
un maître mot de tout cela. Donc à chaque fois, alors je n'ai pas voulu faire de démonstration en temps réel sur la solution SAS pour les aléas du direct, donc je vous ai capturé certains écrans, mais n'hésitez pas vous-même à aller vous créer à l'issue de cette présentation un compte gratuit sur Advances pour voir tout ce que vous pourrez faire avec cette solution SAS. Premier sujet, les enjeux. Alors, quels sont les enjeux qui vous conduisent à accélérer votre transformation digitale? Alors, j'ai écrit un article il y a quelques jours que peut-être certains d'entre vous ont pu lire sur mon blog, où j'explique effectivement la longue liste des enjeux auxquels permet de répondre une transformation digitale. Là, je vais les récapituler en quelques points. Les premiers enjeux sont des enjeux de performance. Alors, quand on parle de performance, ce qui vient le plus souvent à l'esprit, c'est la performance économique. Comment je peux être plus efficient, comment je peux réduire mes coûts, comment je peux être plus compétitif. Mais il y a aussi, on pourrait parler de performance organisationnelle. Est-ce que mon organisation aujourd'hui permet de vraiment répondre à ce qu'attendent mes clients? Ou est-ce que je n'ai pas envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus souple parce que je ne remets pas en cause mon organisation? Et puis, on peut avoir aussi une performance au niveau social, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de qualité de vie au travail. Est-ce que mes salariés se sentent bien? Et puis aussi de performance, on va dire, même sociétale, avec tout ce qu'on pourrait avoir en matière de RSE. Donc, la performance, c'est quelque chose d'extrêmement vaste sur lequel il faut avancer. Le deuxième sujet, c'est l'innovation. Alors, l'innovation, j'ai donné tout à l'heure bon nombre d'exemples. Il y a deux grands sujets d'innovation. Il y a l'innovation en matière d'offres, qu'elle soit de services ou qu'elle soit de produits. C'est-à-dire qu'on va inclure une innovation. Donc, le digital peut permettre d'innover. On a vu tout à l'heure de nombreux exemples, je ne vais pas revenir dessus. Mais le digital peut aussi servir en termes d'innovation de business model, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à avoir, prenons l'exemple d'un site internet qui fait du click and collect, eh bien, s'il n'était pas avant site marchand et qu'on l'a transformé, ça peut être une forme d'innovation, là, à un niveau simplissime. Mais l'innovation en termes de business model, c'est aussi toutes les plateformes, bien évidemment, qui permettent de mettre les gens en relation et qui permettent d'avancer sur tout cela. Puis c'est aussi des enjeux de transformation. Là, c'est un des points, je dirais, capital, transformation du management. On a déjà vu transformation de l'organisation, mais aujourd'hui, effectivement, on a plus en plus de mise en place on tente vraiment à supprimer tout ce qui va être silo, tout ce qui va être organisation qu'on appelle un command and control, c'est-à-dire avec un chef et puis derrière le bon vieil organigramme, mais on est plus amené à avoir des organisations plus plates, avec un mode en fonctionnement collaboratif et avec des rôles qui peuvent varier suivant les projets, suivant les choses. On va plus travailler en termes de capacité qu'en termes de fonction. Donc toute cette transformation le digital peut effectivement vous permettre d'assumer toutes ces transformations. Puis il y a aussi bien évidemment tous les aspects prise de décision, et notamment le fait d'utiliser une solution comme Advances peut vous aider dans tous ces sujets-là. Voilà. Alors, l'exemple, en voilà un. J'ai créé un exemple d'une société qui s'appelle une société Eventech. Donc là, c'est une capture d'écran de l'analyse stratégique qu'on va parcourir aujourd'hui et du diagnostic qu'on va faire. Donc effectivement, cette société Eventech, elle voulait tirer parti du digital. Elle avait un cloisonnement de ses métiers, des effectifs qui n'étaient plus motivés suite à la crise Covid, des pertes financières importantes, et puis son business dépendait d'un secteur client. Et enfin, elle avait aussi au plan informatique un SI qui n'était plus adapté à ses besoins. Oui, si effectivement, dans les objets de performance tout à l'heure, c'était aussi d'avoir un SI qui corresponde bien à ses moyens. J'ai oublié de le situer, mais c'est aussi un sujet important. Et puis, elle avait pour objectif d'avoir des services qui étaient réorganisés avec un fonctionnement fluidifié, retrouver la motivation, renouer avec les bénéfices, et puis avoir un SI adapté plus tard. Et puis, l'idée, elle avait aussi des moyens, elle savait qu'elle avait des moyens, elle pouvait s'appuyer sur une équipe de direction, elle voulait trouver des solutions pour dynamiser ses équipes, elle avait un peu regardé, elle voulait trouver les pistes d'économie, d'autres génératrices de marge, elle avait pris des décisions qui permettaient, il faut trouver des décisions qui permettent de lever la dépendance, et on avait accéléré la transformation digitale. Donc, ce premier sujet qui consiste à cadrer, c'est un sujet sur lequel on réfléchit avec vous, je réfléchis avec vous, pour effectivement voir aujourd'hui où vous êtes, vers où vous voulez aller, et les grandes pistes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Mais c'est effectivement toute l'analyse qui va nous permettre de répondre à ces questions et de trouver les différents objectifs. Deuxième étape, mesure de la maturité digitale. Alors, la mesure de la maturité digitale, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment maîtrisez-vous le numérique aujourd'hui, vous-même et vos équipes? Comment ça marche? Alors, pour cela, j'ai construit un modèle digitalisé sous Advances
qui propose 150 points d'observation. Alors pour certains, 150 points, ça va être quelque chose de très grand, pour d'autres, ça peut sembler plus court. Alors ça, évidemment, c'est un modèle, il va être personnalisé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est rencontrés, la première fois, vous avez envie de vous lancer dans ces projets, on va faire connaissance. Je vais comprendre vos enjeux, je vais comprendre les spécificités de votre métier, votre organisation, par exemple. Si vous avez une organisation multisite ou si vous ne l'avez pas, les questions peuvent être de nature complètement différente. Votre taille aussi, si vous êtes une PME de 20 personnes ou si vous êtes une PME de 200 personnes, on n'aura pas forcément les mêmes approches. Donc ce modèle est personnalisé. Et ce modèle, il va être intégré dans l'application Advansis et me permettre d'animer des ateliers digitaux, donc des ateliers de brainstorming. On pourrait le faire avec des post-it, mais là, on va le faire avec des post-it digitaux, on va dire, et on va s'appuyer sur l'intelligence collective, c'est-à-dire que le dirigeant ou le manager choisira de s'entourer de quelques-uns de ses proches, de ses cadres généralement, en tout cas, ou de son équipe, pour bénéficier du savoir, enfin, de toutes les connaissances qu'a son équipe, et puis de pouvoir être participatif, c'est-à-dire de bien voir quelles sont les attentes, par exemple, en matière de numérique. Alors, ce diagnostic, il n'est pas que sur le numérique, vous en doutez, puisque tout à l'heure, on doit répondre à vos enjeux. Donc, il va porter sur, alors, il va avoir un accent numérique fort, mais il va porter sur 4 thématiques. Le premier, ça va être de travailler sur vos ex-business, tout ce qui est création de valeur, donc votre métier. Donc, on parlera de votre notoriété, de vos produits, de votre chiffre d'affaires, de vos marges, où est-ce que vous gagnez vos marges, de votre répartition d'activités par métier ou par marché, comme on l'a vu tout à l'heure. L'exemple Eventech, on était dépendant d'un marché, mais c'est important de le savoir. On va regarder aussi si vos marchés sont en croissance ou si au contraire, vous êtes sur des marchés qui sont en récession, d'où l'importance d'innover. Votre zone géographique. Donc, tout ça, on va vraiment regarder votre business. Et là, il y a des questions très précises qui vous aideront à vous exprimer. Alors, bien évidemment, mon questionnaire n'a pas pour objectif de limiter le champ d'action, mais au moins de vous inciter à la réflexion et de mettre en œuvre votre créativité pour avoir plein d'idées sur tout votre diagnostic, déjà tout ce qui existe, et puis surtout ce qu'on pourrait faire. Le deuxième point, c'est le parcours client et les canaux. Alors, par parcours client, avant on parlait de cycle de vente, il y a une dizaine d'années, on parlait de cycle de vente, c'est-à-dire qu'il suffisait d'avoir un prospect en face de soi, on lui donnait des argumentaires, on lui faisait une présentation, on signait, et puis on était content, on pouvait lui revendre autre chose derrière. Aujourd'hui, le parcours client, ça remonte beaucoup plus haut, puisque dès qu'on va communiquer, alors je vais employer un certain nombre de vocables anglo-saxons que vous devez tous connaître, dès qu'on va faire ce qu'on appelle du content marketing, du marketing de contenu, qu'on va parler sur les réseaux sociaux, ou qu'on va faire des publications sur des blogs ou des choses comme ça, on va donner de l'information et on va être en visibilité. Donc là, on pourra attirer un certain nombre de prospects ou ce qu'on appelle générer des leads. Alors ces leads, c'est des gens qui avaient peut-être pensé à ça, mais n'étaient pas forcément encore convaincus. Donc il va falloir les faire avancer dans leur maturité. Et là, il y a ce qu'on appelle le marketing automation qui permet aussi en digital de les faire avancer. Donc, est-ce que vous êtes avancé sur ce sujet ou pas? Voilà. Ensuite, il y aura bien effectivement tout le parcours de vente, là, qui peut être fait par des commerciaux, par des partenaires, qui peut être fait sur un site en ligne, donc les différents canaux que l'on peut avoir, voir les partenaires aussi. Et puis, derrière, on aura tout ce qui va être la fidélisation, le service après-vente, voire la recommandation, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose de complet sur tout le client, parce qu'au niveau le digital place toujours deux choses, c'est-à-dire l'humain au centre et le client au centre. C'est les deux sujets importants sur lesquels il faut se focaliser. Et donc, ce volet-là, sur le parcours client, est un volet essentiel. Troisième point, c'est vos process. Alors, les process, ils sont de deux natures. Il y a ce qu'on appelle le process création de valeur, c'est-à-dire tout ce qui constitue à faire votre métier, votre caractéristique, vos offres, vos produits. Il faudra regarder effectivement là s'il y a des goulots d'étranglement, comment vous gérez vos pics, est-ce qu'il y a des choses à automatiser, est-ce qu'elles le sont déjà, quelles sont vos attentes. Là, les collaborateurs peuvent donner beaucoup d'éléments, c'est-à-dire qu'il y a des choses dont on ne se rend pas forcément compte. Hier, par exemple, j'étais avec un client qui nous disait, oui, les collaborateurs, ils me remplissent des grilles de temps, etc. Je pense que peut-être que ces gens-là préféraient avoir un outil digital sur lequel ils peuvent planifier leurs congés, ils peuvent voir tout cela. Ils ont une vue un petit peu plus globale des choses. Donc, la création, digitaliser un petit peu tous ces éléments-là peuvent être importants. Bien. Il y a aussi les process support. Donc là, tout ce qu'il va y avoir pour la comptabilité, la gestion, les RH. Bon, je vous rappelle aussi que le commercial, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, fait aussi partie des fonctions support. Donc tout ce volet-là est aussi naturellement à prendre en compte. Puis il y a aussi tout ce qui va tourner autour du système d'information.
parler de la cybersécurité, parler du cloud. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes sensibilisé à cela? Est-ce que ça peut vous apporter quelque chose? Puis enfin, dernier point, il y a l'humain et puis le management. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que vos équipes ont envie d'aller vers le digital? Il faudra mesurer leur appétence. Alors là, on va avoir comment dirais-je, une échelle vraisemblablement. Vous allez avoir des gens qui vont être très engagés sur le digital, qui vous disent, mais pourquoi on n'y va pas plus vite? Pourquoi, par exemple, pour le recrutement, pourquoi on fait pas plus on met pas plus en avant notre entreprise, hein, notre image par le digital. Et puis le management, il pourrait être aussi mitigé, c'est-à-dire que certains sont prêts à travailler en mode collaboratif, sont prêts à se transformer, mais on va dire que, alors certains parlent de résistance au changement, on va dire ce changement, voir un petit peu comment il va pouvoir se mettre en place, et puis comment votre management, par rapport au multisite, par rapport à tout ça, est-ce qu'il est déjà prêt? Il a été peut-être déjà mis en place en forme de télétravail ou en termes de suivi des collaborateurs à distance, mais est-ce qu'il est prêt lui aussi à avancer? Donc, toutes les questions à se poser. On a fait, là, je dirais, un diagnostic à 360 degrés de votre entreprise. Alors, comment ça va se passer physiquement dans Advances? Ça va se passer, ici, voilà quelques extraits de capture d'écran. Il y a des questions. Alors, je vous en ai pris quelques-unes que j'ai fait dans mon questionnaire. Avez-vous mis en place des procédures de cybersécurité pour éviter intrusion ou protéger les données sensibles au niveau de l'entreprise? Bien, dans cette entreprise Eventech, elle me dit non, pas de procédure ni d'information salariée en cybersécurité, c'est-à-dire qu'ils sont niveau zéro. Bon, donc cette question, c'est effectivement un scope interne. On verra tout à l'heure quand on passe au benchmark extérieur qu'on peut avoir des scopes externes au niveau des diagnostics. Et puis, si elle avait répondu oui, j'ai déjà mis tout ce qu'il faut, tout le monde est bien formé, on n'aurait un impact favorable, là, c'est plutôt défavorable. Donc, voilà un petit peu comment ça va se passer, ce questionnaire. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, alors soit effectivement des choses transmises un petit peu à l'avance pour que vous réfléchissiez, mais on va être en atelier digitaux avec ces questions qui seront posées et une réaction qui peut se faire automatiquement. Là, il y avait une question qui a été, donc la question était dans le descriptif et dans l'intitulé, mais le client, on l'a changé, puisqu'effectivement, c'est utilisez-vous le digital dans vos offres? Eh bien, ce client qui était dans l'événementiel avait dit, oui, moi j'ai construit une nouvelle offre digitale, live multicam, autrement dit, c'est de la diffusion, vous savez, en streaming, hein. J'en ai une aujourd'hui que j'ai mis en place avec un partenaire. Elle a expliqué un petit peu tout ce qu'elle pouvait faire. Et donc, là, c'était un impact qui était effectivement favorable. Alors, on peut aussi jouer sur le niveau d'impact plus ou moins important avec ces petites étoiles. On verra que ça permet aussi de faire des priorisations. Donc, voilà deux exemples ici. Alors, ce sont des exemples élémentaires, c'est-à-dire que quand je parlais des 150 points, c'est 150 questions. Vous vous doutez bien que dans une analyse stratégique, on ne peut pas travailler avec 150 points comme ça. Donc, on va regrouper par thématique ces différents éléments que l'on recueille de l'état des lieux par thématique. Alors, ici, par exemple, on va les regrouper aussi en donnant un sens, comment ça va pouvoir servir, voire contraindre notre projet. Donc ici, on a remarqué que les équipes support avaient une certaine appétence pour le digital, que les stocks étaient digitalisés, qu'on avait une gestion des devis et de production qui était connectée, etc., etc. Donc globalement, on a regroupé tout cela, puis on a dit, effectivement, ça veut dire qu'on a un usage croissant de l'informatique, une bonne appétence du digital. Donc c'est un des points forts sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour avancer sur notre projet. De la même manière, on avait des équipes qui étaient engagées, ouvertes à la nouveauté au travers des questions que l'on a fait. Donc, ça veut dire qu'on a aussi un point positif sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Mais on pourrait avoir des points négatifs qu'il faut quand même prendre en compte aussi. Dans le diagnostic fait ici, on avait posé des questions effectivement. À quel niveau en êtes-vous de vos process support et production? Eh bien là, on nous dit rien n'est documenté, c'est-à-dire que il y a des choses qui existent, il y a des choses qui fonctionnent, mais aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a pas de documentation. Donc, il n'y avait pas non plus de plateforme d'échange, par exemple, de flux documentaire avec les clients, les fournisseurs ou les partenaires. Il y avait le télétravail, mais le cadre n'était pas vraiment défini. Donc, ça veut dire qu'ici, il va falloir quand même, en termes de process, travailler, hein. Donc, c'est un point sur lequel il y aura des choses à faire. On aura une forme de faiblesse sur ce sujet-là. Et puis, un autre point qui était la plus commerciale, ou marketing, qui était la prospection, c'est-à-dire que on avait pas de stratégie web marketing, on avait des publications ponctuelles sur les réseaux sociaux, on n'avait pas de communication, pas de newsletter, etc. Donc, on peut imaginer qu'ici, le marketing et la prospection, alors hors salon, parce que le salon, c'est une activité dans mon exemple qui était très structurée, il faudra y travailler, il n'est pas suffisamment structuré. Voilà. Donc, on avance. À l'issue de ce diagnostic interne, ça veut dire qu'on va avoir
on va avoir qualifié en quelque sorte sur les différents sujets tout cela. Alors, ce diagnostic, la durée peut être assez courte, hein, c'est quelques demi-journées de travail ensemble. Si votre entreprise, vous la connaissez bien, les réponses aux questions peuvent se faire assez facilement. Alors on essaye quand même de donner un petit peu de temps entre les différents ateliers pour que vous ayez le temps de réfléchir, mais en 2 ateliers, on doit pouvoir avancer sur ces sujets-là. Alors, on a bien vu, je vous rappelle la première étape qui était ce diagnostic interne. L'idée, c'est pas de travailler, je dirais en vase clos, mais c'est aussi d'être capable, de savoir ce qui se passe à l'extérieur, son écosystème, pour, notamment, disposer d'une référence de mesure qui incite à la digitalisation. C'est-à-dire que, si votre écosystème est très, avancé en matière de digitalisation, vous n'avez pas le choix. Vous êtes bien obligé d'y aller, sinon vous allez vous retrouver en retard. S'il n'y est pas, là, il faudra se poser 2 questions. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Il faut aussi quelquefois savoir que certains métiers n'y sont pas propices, mais quand même. Mais ou c'est parce que justement, personne n'a osé y aller et peut-être que pour vous, ça peut être intéressant de vous démarquer en y allant. Donc, à regarder, bien sûr, et à discuter en fonction de chacun des secteurs. Alors, cette référence de mesure, on va la regarder par rapport à votre concurrence sectorielle, c'est-à-dire dans votre secteur, où en sont vos concurrents. Mais il y a aussi des éléments qui sont forts, et ça, je l'ai vu chez un client récemment, c'est ce que disent les fédérations professionnelles. Parce que la prospective et tous ces sujets-là, les fédérations professionnelles, souvent, y vont et engagent leurs adhérents à tester telle ou telle chose. Donc, allez voir un petit peu ce qui se passe dans vos fédérations, ça peut des fois vous donner des idées. Et puis la concurrence sectorielle, vous allez me dire, moi je ne sais pas ce que fait mon concurrent. Allez voir sur les réseaux sociaux si vos concurrents publient des choses, s'ils communiquent, enquêtez de voir de quelle manière, comment ils parlent d'eux sur leur site internet. Tout ce qui est visible à l'extérieur, vous devez pouvoir le voir. Et puis, vous pouvez aussi vous renseigner un petit peu comme vous le faites sur d'autres sujets. Autre point sont les nouveaux entrants qui sont importants, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait toujours de nouveaux usages ou de nouvelles choses qui se mettent en place. Vous êtes peut-être en veille sur votre concurrence, ou pas d'ailleurs, parce que quelquefois on n'a pas forcément on se pense être leader sur tel ou tel sujet, mais il y a des gens qui arrivent par des voies un peu détournées. Et ces nouveaux entrants, peut-être sont avant-gardistes pour la prise en compte de nouveaux usages, comme des plateformes ou des choses comme ça. Donc soyez aussi vigilants là-dessus. Et là, je vous aiderai à regarder, à appréhender tout cet écosystème. L'écosystème, ce n'est pas que les concurrents, c'est aussi de savoir prendre en compte les attentes de vos clients, de vos fournisseurs ou de vos partenaires. Et là, les plateformes peuvent aider beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un client qui est dans le bâtiment, qui travaille avec des très grands comptes. Un de ces grands comptes, c'est la Poste, par exemple, et il doit faire des contrats d'entretien des bâtiments de la Poste. La personne qui est au niveau des achats, elle veut savoir à tout moment où on en est. C'est-à-dire qu'on lui fait des devis, les devis sont réalisés, il y a des chantiers qui peuvent durer, etc. Eh bien, la Poste a demandé à avoir un portail, un extranet, dans lequel on puisse suivre tout cela, avec des photos, avec des éléments. Donc, le digital permet effectivement de gérer de manière extrêmement sécurisée le partage d'informations avec ses clients. Il le permet aussi avec ses fournisseurs ou partenaires, par exemple, notamment en supply chain, pour dire effectivement, je suis en train de travailler là avec tel ou tel prospect. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir vous mettre en mesure de travailler vous, prévoir telle ou telle chose pour pouvoir avancer et être prêt le moment venu pour avancer sur notre projet commun. Donc voilà ce genre de choses qu'il peut y avoir. Il y a aussi par exemple sur les clients, je vais vous donner un autre exemple, c'est le SAV. Les clients, quand ils envoient quelque chose en SAV, souhaitent absolument savoir où en est le traitement de leur anomalie ou de leur réclamation. Hein. Alors je ne pense pas évidemment, bien évidemment ce qui est connu c'est le site internet, c'est-à-dire vous avez fait une commande sur le site internet, où vous en êtes, et là vous savez bien qu'on peut avoir tout ce qui est, votre colis est là, euh, euh, les géants comme Amazon savent dire à quelques minutes près quand vous allez être livré, alors peut-être pas en étant vous si précis, étant PME, mais au moins savoir si la livraison va avoir lieu demain, après-demain, ou au contraire elle est reposée de plusieurs semaines. Donc tout ça, ça veut dire que les gens aujourd'hui ont besoin d'immédiateté, ont besoin même de temps réel, et donc la digitalisation peut vous aider beaucoup pour servir tout cela. Bien évidemment aussi, quand on parle de partenaires ou de fournisseurs, pensez à vos fournisseurs de logiciels.
Si vos fournisseurs de logiciels vous disent dans 2 versions, cette version n'est plus maintenue, ou elle n'est plus maintenue sur telle ou telle plateforme, ça aussi, c'est des choses qui peuvent vous contraindre et qui sont dans votre écosystème. C'est-à-dire, c'est pas chez vous, là, c'est l'extérieur, c'est le fournisseur qui décide de ne plus le faire. Donc, vous peut-être changer de fournisseur hein, aussi, mais en tout cas, c'est des éléments que vous devez prendre en compte et qui peuvent vous inciter à revoir votre digitalisation ou l'amplifier. Et puis, bon, on l'a vu aussi déjà tout à l'heure, c'est être tout à fait, par rapport aux nouveaux usages ou par rapport aux pratiques, être très à l'écoute de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Voilà. Alors, de la même manière qu'on a pu le faire en interne, là aussi, on va avoir des questions qui vont être mises. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des événements digitaux. Dans l'exemple ici, c'est avec une petite faute de frappe, excusez-moi. Les événements digitaux promus par notre fédération professionnelle, eh bien oui, c'était pour répondre à la question. Donc là, ça a un impact, effectivement, c'est externe maintenant, mais ça a un impact favorable. À l'inverse, aujourd'hui, vos clients ont-ils accès à un workflow de suite des incidents SAV? Ben, non, il n'y en a pas. Donc l'impact est défavorable cette fois-ci et le scope ici était interne. Alors, interne ou externe, ça dépend un petit peu de quel point de vue on se met. Là, je pense que j'aurais dû le mettre en externe, peu importe. Alors, de la même manière qu'on a regroupé ici tous ces éléments, on va se retrouver avec des groupes dans lesquels on va avoir des éléments. Par exemple, ici, un groupe qui va s'appeler fragilité, obsolescence du système d'information. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on sait bien que quand il y a des attaques, des cyberattaques, ça peut avoir des forts impacts financiers. Hein, donc, ça, c'est l'extérieur. Donc, il faut le tenir en compte. Et puis, on a des solutions aujourd'hui qui sont peu évolutives. C'est aussi de dire que, par exemple, on a noté qu'on avait des offreurs digitels sur notre marché qui avaient de vraies stratégies content marketing. Donc ça veut dire qu'on a une concurrence forte là sur notre… On voulait mettre en place des e-événements. Hein, la société Eventech, elle voit qu'elle a une concurrence importante. Donc ça veut dire que c'est vrai que c'est un marché qui est en puissance, mais à l'inverse, elle a une concurrence importante. Donc là aussi, on va pouvoir regrouper tous ces éléments. Donc le fait d'avoir fait tout ça va nous permettre de passer à l'étape suivante, qui est la stratégie. Donc la stratégie de digitalisation, ça va être de confronter, d'une part, tout ce qu'on a pu voir en interne, au benchmark qu'on a pu faire tout à l'heure, donc en mesurant la concurrence, les attentes des fournisseurs, des partenaires. On va confronter ces deux éléments et puis voir en quelque sorte quelle solution, on va dire, on va pouvoir trouver pour avancer et être en phase avec ce qui se passe dans notre monde actuel. Et là, Advancis, vous allez voir comment, va nous permettre de faire émerger facilement ces solutions de manière extrêmement visuelle. Et puis ensuite, ces solutions, il nous faudra les prioriser en fonction des impacts, en fonction des enjeux. Donc là, je vais beaucoup travailler sur mon exemple parce que c'est visuel et vous allez voir comment ça se passe. Donc, on avait fait nos groupes. Nos groupes vont se retrouver automatiquement positionnés dans un SWOT, ou en français, force, faiblesse, opportunité, menace. C'est-à-dire tout ça, c'est Advancis qui nous l'a fait, automatiquement. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a répondu à un questionnaire en disant c'est interne, c'est externe, ça sert mon projet, ça le dessert, et on a fait des groupes, et automatiquement, tout cela s'est construit tout seul. Donc, j'ai dit tout à l'heure, nous allons devoir construire une solution en choisissant quelque chose d'interne, et on va agir sur ce quelque chose d'interne, ce groupe interne, pour soit contrer une menace, soit au contraire servir à une opportunité. On va le voir en détail. Première solution, j'ai choisi la force nouvelle offre digitale LiveCam et pour contrer la menace concurrence importante. C'est effectivement, j'ai une nouvelle offre, mais il y a une concurrence. Comment vais-je devoir faire? Eh bien, la solution que j'ai choisie, c'est cibler, donc j'ai vraiment un verbe d'action, je cible mes marchés de niche pour lancer une prospection et trouver ma place sur ce marché de l'événementiel très concurrentiel. Quand vous avez des grands concurrents, soit vous les prenez en frontal, et là, ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup d'argent. Généralement, les PME ont une démarche beaucoup plus précise et puis font ce qu'on appelle du marché de niche. Donc voilà ici un exemple où j'ai tout simplement choisi une force, une menace et construit une solution. Alors les solutions, elles sont de 4 types. Renforcement, c'est-à-dire que j'ai une force, mais je dois être encore plus fort pour contrer une menace. Ensuite, je peux très bien avoir une solution, toujours où je m'appuie sur une force, mais là, je saisis une opportunité. C'est ce qu'on appelle les solutions de développement. L'exemple ici, c'est concentrer l'activité salon sur des grands événements pour augmenter notre marge. C'est ce qu'on appelle souvent les fameuses vaches à lait, hein, des marchés assez faciles. Faut quand même toujours les garder parce que c'est ceux-là qui vont faire notre socle. Et puis après, il va falloir s'adapter, c'est-à-dire que quelquefois on est un peu faible. Et donc, si on veut aller saisir une opportunité, on doit s'adapter. Hein. Et puis la défensive, c'est effectivement si on est faible,
et qu'on a une menace. Tout à l'heure, on a vu que nos collaborateurs étaient démotivés. Si on veut les remotiver, là, on a intérêt de construire une marque employeur pour aller justement contrer cette menace, c'est le fait qu'ils s'en aillent. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini en quelque sorte ces différentes stratégies, hein, où on a saisi tout cela, là, on va se retrouver avec nos stratégies de développement défensives, adaptation et renforcement. Donc, dans mon exemple, vous voyez, j'en avais créé un certain nombre. Bien. Alors, encore une fois, l'objectif, c'est que le projet soit à la mesure de la PME, soit capable de servir ses objectifs, mais ne soit pas non plus en delà des moyens qu'elle peut y consacrer. Donc, on va devoir choisir et prioriser. Donc, pour cela, on a fait un brainstorming, on a travaillé ensemble et on a regardé ce qui pouvait le mieux servir le projet. Et ça s'est concrétisé par ici des croix au niveau de ces tableaux. Donc, je vous rappelle tout à l'heure, on avait nos 5 étapes, on a fait les 4 premières, hein, ça veut dire que là, dans notre stratégie, on a défini nos objectifs, enfin nos solutions. On va maintenant les traduire en objectifs. La différence entre les deux, c'est que tout à l'heure, on a dit qu'on voulait faire un certain nombre d'actions, hein, comme par exemple lancer la R&D, faire des choses comme ça, mais ce n'était pas précis, puisque un objectif doit être SMART, pour ceux qui auraient oublié ce que veut dire l'acronyme, simple, mesurable, A, atteignable, R, réaliste, et T, temporisé dans le temps. Donc on le verra tout à l'heure, au travers des exemples, il va falloir encore travailler sur ces solutions. Puis pour nos objectifs marques, c'est dire aussi sur quoi on va s'appuyer pour atteindre ces objectifs. Bien. Ensuite, lorsqu'on aura défini ces objectifs, très facilement, nous pourrons les décliner en actions que l'on va pouvoir prioriser, et puis les décliner en tâches, et là, affecter des contributeurs. Donc tout ce travail-là, généralement, on le fait vraiment en mode collaboratif, puisque si on veut effectivement avoir l'adhésion de tout le monde, c'est bien de les avoir au niveau de la réflexion, des brainstorming, mais surtout au niveau de la construction des actions, de leur priorisation, et puis surtout de l'affectation aux différents contributeurs, puisqu'ils se sentiront investis, et on pourra vraiment avancer dans tout cela. Et on verra qu'effectivement, là aussi, grâce à Advances et au digital, on peut facilement avancer sur tous ces sujets. Bien. Revenons à notre exemple. Donc, nous avions tout à l'heure un objectif, une solution, pardonnez-moi, qui disait développer l'innovation en structurant la R&D pour mieux capitaliser. Quand on passe à l'objectif, d'accord, alors déjà, on va donner des dates, c'est-à-dire qu'on va dire dans quel délai cet objectif on veut le voir couvert. Donc là, le 1er octobre, c'est bientôt, c'est demain, mais on va se donner jusqu'au 30 novembre pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire que, donc, maintenant, regardons la définition de notre objectif, développer l'innovation pour créer un premier produit. Donc, vraiment, dans l'objectif SMART, le précis, c'est un produit innovant dans l'année 2021. Donc là, on a le temps, la dimension temps, le T de l'objectif. Comment on s'y prend? Quels moyens? On constitue une cellule R&D sous 2 mois, là aussi, c'est très précis. On signe un contrat formel de partenariat avec les bureaux d'études qu'on a retenus. Hein, c'était un des moyens dans l'analyse. Donc, je sais bien que c'est un peu court parce que vous n'avez pas vu tout le contexte de mon analyse, mais si on a le plaisir de travailler ensemble ou de se rencontrer pour une démo, je vous les montrerai. En construisant une veille technologique outillée opérationnelle et en une ressource dédiée, c'est-à-dire qui s'occupe vraiment de cette R&D. Et là, on retrouve toujours les opportunités et la faiblesse qui nous a permis de créer cette solution. C'est-à-dire qu'on peut même retourner jusqu'au fait, c'est-à-dire aux détails qui nous avaient permis de retrouver tout cela. Donc on a toujours une traçabilité de ce qu'on a fait il y a quelques ateliers. Là, on se retrouve sur, généralement, une démarche, on peut la faire à peu près à partir de 6 ateliers au global, hein, pour construire jusqu'au plan d'action. Donc, ça peut être plus important pour des structures plus importantes, mais déjà, on peut faire des choses bien avec une petite PME. Donc là, on se retrouve avec nos faits et on aura une parfaite traçabilité. Autre exemple, ici, on était dans une structure défensive. Donc, effectivement, vous vous rappelez, on avait un système d'information qui n'était pas urbanisé, pas sécurisé. Et la menace, c'était qu'effectivement, ils deviennent complètement obsolescents, donc il fallait faire quelque chose. Donc, il fallait construire un système d'information qui répondait aux attentes des utilisateurs, bien évidemment, aux préoccupations, le sécuriser pour se protéger. Donc là, sur quels moyens on pouvait le faire? Donc, identifier une maîtrise d'ouvrage,
et un profil, travailler en mode collaboratif, urbaniser le SI, consulter, construire une feuille de route réaliste. Et puis on aurait même pu rajouter à quel moment on voulait construire notre feuille de route et puis de quand à quand allait notre déploiement. Donc là, on voit qu'effectivement, le projet est sur une durée un petit peu plus importante. Et je vous rappelle qu'Eventech avait un objectif en 2022. Voilà. Donc là, on a nos objectifs. Donc maintenant, on va définir donc notre plan d'action. Donc automatiquement, à partir des objectifs, Advancis va nous générer une trame de plan d'action. Dans ce plan d'action, on aura donc le plan d'action, les objectifs, donc tels qu'on l'a vu tout à l'heure, donc développer l'innovation en structurant la R&D. Et là, nous allons devoir créer les actions. Donc ces actions, vous avez vu tout à l'heure, on avait donné un certain nombre d'éléments dans le descriptif ici. Et bien maintenant, on va donner une liste d'actions détaillée. Donc dans notre exemple précis, créer notre cellule R&D avec une plage de temps, mettre en place une veille technologique, etc., jusqu'au lancement de la première offre qui allait de mars 2021 à novembre 2021. Donc ces actions, ce sont des éléments qui sont indispensables pour l'atteinte de l'objectif. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est ce qui va nous permettre de distinguer des actions de ce qu'on va appeler maintenant des tâches. C'est-à-dire que, vous voyez, donc on a notre objectif toujours décomposé en actions et nos actions décomposées en tâches. Donc, pour atteindre le résultat de cette action, l'objectif c'est quoi? C'est d'identifier des copilotes, il va falloir faire des tâches élémentaires. Et là, si l'une de ces tâches n'était pas faite, peut-être qu'on pourrait quand même atteindre le résultat de l'action, ce qui est le cas. Ici, si par exemple, on trouve en interne, donc l'idée c'était de trouver des copilotes, si on les trouve en interne, c'est peut-être pas la peine d'aller demander des devis chez les prestataires externes. Donc on n'est pas obligé de réaliser, je dirais, toutes les tâches pour atteindre le résultat que l'on avait ici. Alors que par contre, si on n'a pas de copilote, on a peu de chances de construire un système urbanisé pour arriver. Voilà. Donc, pour suivre le projet, l'unité de base élémentaire, c'est la tâche. Donc, à chacune des tâches, on va avoir un début, une fin, et puis on aura aussi, on pourra affecter ces tâches à un contributeur, je l'ai dit tout à l'heure. Et le contributeur pourra faire avancer sa tâche. Ici, il aura comment dirais-je, un curseur qui lui permettra de dire comment sa tâche avance. Alors, les tâches peuvent être de différentes natures, puisque ça peut être l'obtention d'un résultat, c'est blanc ou noir, c'est-à-dire j'ai réussi ou je n'ai pas réussi. Ça peut être aussi un chiffre, donc là, on peut, par exemple, avoir un budget de chiffre d'affaires, donc on fait avancer proportionnellement au chiffre d'affaires. Et puis, ça peut être aussi du qualitatif, donc là, il faut trouver un petit peu les meilleures méthodes pour avancer. Donc, chaque attributeur fait avancer ses tâches, et tout cela va avoir un impact, évidemment. Les tâches ont un impact sur l'avancée de l'action. On voit que l'action ici, elle a avancé un petit peu, puisque il y a une des tâches qui a avancé. Et puis, on va voir tout à l'heure, quand ça va au plan d'action, que tout cela a avancé, je dirais, par remontée successive. On va y venir. Donc, voilà ma vue d'ensemble de planning, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir maintenant me retrouver avec un planning que je vais pouvoir lancer. C'est-à-dire que je retrouve mon objectif en vert, je retrouve mes actions en bleu, je retrouve mes tâches en orange. Donc là, j'ai zoomé que sur une partie, je n'ai pas ouvert à l'écran, il suffit de cliquer sur le plus ici pour que tout ça se l'ouvre. Mais là, j'ai sur des captures d'écran qui sont statiques pour l'instant. Et puis, en fonction de l'avancement, donc ici, on voit que cette tâche a été avancée, eh bien, elle a eu un impact sur l'action qui est ici. Et cette action, ainsi que la précédente d'ailleurs, ont eu des impacts sur l'avancée de l'objectif. Donc, ça veut dire que là, on a un pilotage visuel très, très simple et qui est fait en automatique. C'est-à-dire que chaque contributeur a accès à sa propre liste de tâches qu'il va faire avancer et le pilote du plan d'action pourra piloter en voyant l'avancée de chacun de ses contributeurs et on pourra mener des actions comme on pourrait le faire ici, tout simplement par partage d'écran avec des gens qui se trouvent à distance et on pourra piloter de manière complètement collaborative l'avancée de ce plan d'action. Voilà, donc on a construit, je vous rappelle, on a défini les enjeux, on a fait notre diagnostic interne, diagnostic externe, construit des solutions, défini des objectifs et décliné ces objectifs en plan d'action. Donc ça y est, on est prêt, si je puis dire, à passer à l'action. Donc, je dirais que ce que j'ai apporté aux dirigeants pendant toute cette démarche, c'est de la prise de hauteur, c'est-à-dire que par les questions posées, par l'effet miroir qu'on appelle d'un père entrepreneur. Moi, ça fait 10 ans que j'ai créé mon cabinet, donc maintenant, je connais les problématiques des chefs d'entreprise, je les connais bien, je les fréquente tous les jours.
Moi-même, je suis chef d'entreprise, donc je vois les problématiques rencontrées et je les aide à sortir du quotidien. Notamment les ateliers, quelquefois, on peut les faire, d'ailleurs même à l'extérieur des locaux où le dirigeant reste chez lui et on les fait à distance pour justement sortir de ce quotidien, c'est plus facile. Donc, j'aide à évaluer la maturité digitale et je la confronte à un benchmark. Alors, vous pouvez trouver sur le net aujourd'hui des foultitudes de questionnaires de maturité digitale, mais après, c'est pas le tout, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis ils sont plus ou moins précis, hein. Donc il y en a, est-ce qu'ils sont adaptés à une PME? Il y en a sur le site de BPI, par exemple, bon, qui sont macroscopiques. Là, ça vous donne une petite idée. Mais ce que j'apporte au-delà de ça, c'est le fait de pouvoir l'exploiter, cette maturité digitale, et de la comparer par rapport à un benchmark pour trouver des solutions. C'est aussi le fait de pouvoir engager vos équipes. Ça, c'est aussi un des éléments importants du digital, d'être capable d'engager ses équipes en travaillant en mode collaboratif, à distance ou en présentiel, hein, d'ailleurs, peu importe, mais en faisant travailler l'intelligence collective, c'est-à-dire en s'appuyant sur les connaissances de chacun, la perception de chacun et les envies de chacun. Alors, ça ne veut pas pour autant dire qu'on est dans l'autocratie, enfin, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de s'exprimer, mais après, on choisit ensemble une solution, hein. Ce n'est pas non plus la foire d'empoigne ou des choses comme ça. On reste quand même dans quelque chose qui va rester contrôlé. On construit un plan de transformation digitale au service des objectifs, et ça, c'est un point capital. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans la to-do list. Ici, on va vraiment être dans un plan de transformation globale, et derrière, on pourra décliner ça en plan opérationnel, bien évidemment. Et puis, on a un outil de pilotage, parce que pour avoir une bonne transformation, il va falloir avoir cet outil qui avance, hein. Et puis le suivre. Alors, le suivre parce que votre environnement va pouvoir évoluer. Donc, votre degré de maturité digitale, lui aussi, il va falloir le laisser le confronter. Et de temps en temps, tout ce qu'on aura pu faire ici comme maturité, on pourra l'actualiser. On ne perdra pas tout ce qui a été fait à l'instant T. Si on y revient 1 an ou 18 mois après, dans Advances, on pourra toujours le récupérer, hein. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. En résumé, donc, ce que je vais apporter, c'est un modèle de diagnostic complètement personnalisé à votre cas, du conseil digitalisé, donc en m'appuyant sur Advances, pour laquelle je suis certifié niveau 3, donc vraiment niveau expert, donc une méthode et une solution innovante. Donc, ce que j'apporte aussi à mes clients, c'est des formats d'accompagnement qui sont à distance ou dans vos locaux. Ça, c'est là-dessus, on décide complètement. Et ça peut être du mixte d'ailleurs, hein, complètement. On peut faire connaissance déjà pour savoir, pour mieux se connaître quand les distances le permettent. Et puis, on peut travailler ensuite à distance ou pas. Là, ça dépend vraiment des sensibilités de chacun. Avec des formats d'accompagnement qui peuvent être packagés, avec du business coaching aussi pour la mise en œuvre, c'est-à-dire que j'accompagne le dirigeant dans le pilotage de ce plan d'action, ou je l'accompagne sur d'autres sujets, à la carte, en mode workshop. Voilà, donc quand je dis je l'accompagne sur d'autres sujets, c'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que dans mon propos, j'avais 2 expertises donc, qui étaient la stratégie, donc la stratégie digitale, en particulier plan digital, accompagnement, mais je suis aussi quand même experte en performance commerciale. Donc, si vous voulez qu'on recartographie le parcours client, si vous voulez qu'on remette en place une vraie dynamique au niveau, par exemple, de la communication digitale, du content marketing, des choses comme ça. Donc, ça fait partie des sujets sur lesquels je peux vous accompagner. Mais là, je dirais soit en mode workshop, soit à la carte, soit en conseil, en business coaching ou des choses comme ça. Donc là, ce sera plus à la carte pour avancer. Je vous invite, pour en savoir plus, effectivement, à soit aller voir mon site internet, donc vous voyez le code ici, et puis mon blog sur lequel ça se trouve, ou à me suivre sur, sur LinkedIn, hein, pour avancer sur ces différents sujets. Alors avant de passer la main au niveau des questions que vous pourriez avoir à me poser, j'ai souhaité vous donner une citation. Une citation de Saint-Exupéry qui me semble bien refléter la situation dans laquelle les dirigeants se trouvent aujourd'hui, et notamment pour insister sur l'aspect intelligence collective et sur l'aspect collaboratif. Je vous laisse la parcourir. Euh, Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres et pour expliquer chaque détail, mais fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Donc effectivement, dans tous vos projets, embarquez tout le monde, et puis ce sera plus facile ensuite de faire la route ensemble. Je suis maintenant à votre écoute pour répondre à vos questions.